Depuis des mois, si vous voulez, la presse française nous expliquait que le Brexit n'aurait pas lieu, que de toute façon, ils n'en voulaient Une pas. chose aussi horrible ne pouvait pas se Une produire. chose aussi horrible ne pouvait pas se produire, que Johnson était une sorte de dictateur. Un clown et un Clown dictatorial. dictatorial qui allait mettre à mal la plus ancienne démocratie du monde. Bon, le Brexit a eu lieu, Johnson m'a l'air assez populaire. Alors, expliquez-moi. Mais je n'ai pas l'explication, sauf que je fais partie de ceux que le Brexit n'a nullement surpris. Et je ne sais pas ce qui va en advenir, évidemment. Je ne sais pas. Je pense que Johnson aura beaucoup de difficultés parce que ça ne va pas être simple à régler concrètement, tant en interne que vis-à-vis de l'Europe. Mais la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Ça, c'est déjà un point acquis. On voit cette chose qui s'applique à la France avec des modalités très différentes, que les Anglais restent un peuple très politique. Contrairement aux apparences, parce qu'on nous décrivait justement une société complètement dépolitisée, multiculturelle, absolument indifférente, cosmopolite, voilà le mot magique qui... Bah oui, eh bien, c'est plus compliqué que ça, visiblement, mais il suffit pour avoir l'explication de ces deux phénomènes que sont le Brexit et l'élection de Donald Trump, de regarder dans le passé proche ce qu'a été la prise du pouvoir par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis. Alors allez-y. Dans les deux cas, alors évidemment, c'est des gens qui ont mené des politiques libérales, très libérales, néolibérales. Enfin, n'entrons pas dans les détails, tout le monde connaît le scénario. Mais pourquoi ? Pour la puissance britannique et pour la puissance américaine. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'est ça la question. Donc, ils allient des choses qui, pour nous, Français, sont aux antipodes, mais qui, pour eux, sont évidemment liées. Le libéralisme comme doctrine interne et l'affirmation nationale vers l'extérieur. J'avais écrit « Est-ce que c'est lui le libéral national dont je rêve ?» Vous voyez, vous avez répondu. Mais non. Il est dans cette lignée. Ce que je voulais vous demander avant, c'est est-ce que je délire ou j'exagère quand je me dis, moi, regardons ce qui s'est passé en Angleterre, je me dis quel pays merveilleux, ces gens sont peut-être prêts à sacrifier un petit peu de leur pouvoir d'achat, de leur prospérité. Ils sont prêts à prendre des risques. Vous savez, la classe populaire anglaise, en termes de sacrifice, elle en a déjà fait beaucoup. Oui, non, mais donc, ce que je veux dire, ils sont prêts à prendre des risques pour conserver leur souveraineté. Leur souveraineté et leur modèle social. Et leur modèle social qui est justement... paradoxalement. Oui, vous voulez dire leur non-modèle social, en fait. Là, c'est compliqué. Ouais. Il y a à la fois un modèle de relation de travail très libéralisé, mais un service de santé national tout à fait fort. Oui, enfin, qui demande visiblement quelques rénovations. Il n'a pas bonne réputation. C'est précisément la promesse de Johnson. Et bien justement, c'est pour ça que je vous dis, ils veulent... C'est ce que le maintien dans l'Europe aurait achevé de détruire. Bien sûr, parce que vous dites ils veulent conserver leur modèle social. Il n'empêche quand même que Johnson arrive, salaire minimum augmenté de 6%. Il intervient pour sauver je ne sais plus quelle compagnie aérienne. Donc ça n'est pas non plus très libéral. Et effectivement... Il promet, si vous voulez, pour le service de santé, le NHS, et pour les régions industrielles les plus pauvres, il promet des investissements publics massifs. Donc on n'est pas non plus dans le libéralisme fou. Hein. Non, il est dans l'association d'un libéralisme traditionnel, propre, vraiment, que les Anglais ont inventé. Tout de même, oui. Et d'une très forte affirmation de l'État et de son intervention dans l'économie. C'est pas incompatible. Non, mais moi, ça me fait rêver. Je veux être anglaise, mais alors, est-ce que Johnson, vous savez, notre ami Alexandre Devecchio, auteur d'un excellent livre récemment sur le populisme, dit que dans le fond, Johnson, c'est le populisme décent, vous savez, que défend David Goldhart. Donc les Nowhere, qui défend en fait, qui dit en gros, il faut réconcilier les gens de nulle part et les gens de quelque part. Voilà. Alors, est-ce que Johnson peut être cette synthèse pour vous? Est-ce que ça peut être le populisme classe qui nous fait défaut? Le populiste qui parle latin-grec, quand même. Hein. Je ne sais pas, parce qu'il y a une inconnue. Ce qu'on voit bien,
c'est que Johnson est un vrai politicien de la grande lignée des politiciens conservateurs. C'est-à-dire quelqu'un qui ne raisonne pas en disant voilà ce que je pense, mais voilà ce que demande le peuple. La majorité possible du peuple dans un cadre démocratique. C'est populiste. Et qui s'aligne dessus. Et oui, bien sûr qu'il est populiste. C'est populiste, ça. Comme un vrai démocrate l'est. C'est-à-dire non pas en s'alignant bêtement sur on ne sait quelle foucade du moment, mais en réfléchissant sur une espèce de demande populaire. C'est ce que les conservateurs anglais ont su faire depuis le 19e siècle. C'est une très longue lignée. En même temps, Thatcher, elle a répondu à un certain nombre de demandes de la société qui ne pouvaient plus de tous ces carcans, mais elle a aussi, elle n'a pas vraiment répondu aux demandes des mineurs, je vous rappelle. Non, non, mais on était dans une autre situation. C'est-à-dire, le problème pour Thatcher, c'était rétablir l'autorité de l'État contre les syndicats. Et il fallait voir ce que c'était que les syndicats anglais en 1979. Ah oui, c'était tentaculaire, non? Quand on nous présente M. Martinez comme le loup-garou, on n'a rien vu. Là, c'était vraiment autre chose. C'était une société en passe d'être détruite par une espèce de corporatisme délirant. Oui, je crois qu'on pouvait absolument rien faire si on n'était pas adhérent du plus. Oui, voilà, il y avait une espèce de syndicratie Oui. qui s'était installée et qui a causé des dégâts dans le pays gigantesques. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, même à gauche, de façon plus ou moins avouée. Finalement, tout le monde est reconnaissant, Madame Thatcher, de les avoir délivrés de ce fardeau épouvantable. Donc, elle a répondu à une demande populaire. D'accord, parce que... aussi, c'était une demande populaire. Vous savez, ça me fait penser, je crois que dans une de nos précédentes discussions, et vous l'avez écrit aussi, j'ai trouvé le terme qui résumait bien, très pertinent. Vous disiez, dans le fond, les dirigeants du monde occidental depuis un certain temps mènent des politiques anti-majoritaires. Alors, on peut parler de la politique migratoire, on peut parler de beaucoup de choses. Et dans le fond, c'est ça qui est un peu en train de s'inverser en Angleterre. Oui. Donc c'est un populisme chic. Donc Johnson a réussi à résoudre une équation très compliquée. Parce que ce n'est pas évident du tout d'allier ces termes. Et sans la vulgarité, disons, de Trump, qui à mon avis, est peut-être pas de un peu trop comparaison. vulgaire pour les Français. C'est Eton contre... on ne sait pas quoi. Il parle latin grec. Ben oui. C'est quand même... il est vraiment cultivé, je pense. C'est pas un vernis. Non, il écrit des livres Oui. qui sont d'ailleurs pas du tout stupides. Et puis il a de l'humour. Je pense que pour comprendre à peu près ce qu'il fait, il faut lire son livre sur Churchill. Très bien. Parce que, en gros, sa philosophie y est, sa philosophie politique. C'est-à-dire Churchill, il faisait des choses, il a d'ailleurs changé plusieurs fois d'orientation et de parti, mais son cap, c'était de chercher à comprendre quel était le point d'équilibre du vœu populaire. C'était un vrai démocrate en ce sens-là, autoritaire, parce que pour traduire ce point d'équilibre, il faut beaucoup d'autorité. C'est pas refléter vaguement une aspiration. Autoritaire, c'est pas autoritariste. C'est pas, voilà, c'est effectivement. Il faut de l'autorité en politique. Et il faut de l'autorité avec des bonnes idées. Parce que si on a l'autorité sans les bonnes, nous en avons un petit exemple à la tête de notre République, ça ne marche pas vraiment. Parce que vous voyez ce cocktail, alors je constate aussi qu'il y a dans sa politique, on voit par exemple un cocktail assez atypique qui est la lutte contre l'immigration et la lutte contre le changement climatique. Or, comme l'a noté, je crois, Olivier Rey récemment dans le Figaro, il se désolait de voir que le climato-scepticisme faisait dans le fond partie de l'attirail des gens qui ne veulent pas être politiquement corrects, donc en gros d'une partie de la droite. Et Johnson, lui, si vous voulez, semble pouvoir réconcilier ces choses. Qui ne sont pas extraordinairement difficiles à réconcilier pas du entre tout, nous. Pas du tout, mais plus... Sauf, justement, un vrai politique ne se contente pas de raisonner sur des lignes idéologiques, parce qu'il y a en effet une cohérence négative de la droite aujourd'hui. Voilà, merci, cohérence négative. Qui est son piège majeur. C'est-à-dire qu'il suffit de penser contre les bien-pensants pour bien penser. Ben non. Non. Les problèmes ont une logique propre qu'il faut prendre en compte. Et de ce point de vue-là, c'est un bon exemple. D'accord. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu jalouse. C'est pas que je veux absolument que la France sorte de l'Europe. Non, mais si vous voulez, c'est quand même des gens pour qui la dimension de l'intérêt national
semble primer. Et ça, après tout, je veux dire, la démocratie se déroule dans le cadre national. Donc, mais Non, il est vrai que... l'équation française est très différente Oui. de ce point de vue. Ben, on est Parce dans que- l'euro, déjà. On est dans l'euro, c'est évidemment une très forte contrainte. Mais il y a en plus autre chose. Les Français continuent de vivre envers et contre tout sur l'idée que l'intérêt national français est en Europe. Et parce que nous avons vocation à conduire l'Europe, en Oui. fait. C'est de moins en moins vrai. Les preuves du contraire ne cessent de s'accumuler. Mais l'idée n'est pas Je comprends. encore intégrée. Alors d'abord, ça dépend parce que dans les Alors que élites, les Anglais oui, sont entrés dans l'Europe oui, de façon cynique oui, oui. en vue de leurs intérêts. Et derrière, ils ont réussi quand même cette performance admirable de faire de la City de Londres le foyer d'une zone euro dont ils ne Dont sont il pas ne faisait pas membres. partie. Dont il ne faisait pas partie. Ça dit tout dans la cohérence d'une Oui. vision politique. Moi, j'aime beaucoup les Anglais. Je veux dire, j'aime beaucoup les Anglais, j'aime beaucoup l'Angleterre. Et je suis assez admiratif du personnage de Boris Johnson, précisément parce il allie cette grande culture et visiblement une compréhension de ce que veulent... De l'instinct populaire. Voilà. Donc ça, je trouve ça Ah ben oui, absolument... c'est les grands conservateurs anglais, c'est ça, depuis le départ. Voilà. C'est Oui, c'est vrai, Disraeli. Oui, oui. Toute cette lignée. Churchill en dernier Churchill, lieu. évidemment. Alors, et même Thatcher. Oui, à sa façon, bien sûr. Et en plus, c'est des sacrées personnalités. Mais il est vrai aussi que pour les Anglais, la sortie était tout de même plus facile, puisqu'ils n'étaient pas dans l'euro et que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais d'abord, est-ce que vous pensez que l'Europe, elle, a tiré les leçons du Brexit? Parce qu'on s'attendait tout de même à une sorte d'examen de conscience. Mince, un des pays les plus importants du bazar qui se tire, et personne ne dit qu'il y a un problème, on continue. Sur quel chapitre politique avez-vous vu un examen de conscience et ce qu'on appelle bêtement aujourd'hui, d'un anglicisme affreux, un débriefing? Débriefing, Oui. oui. Jamais. Ouais. Ce genre de choses sont réservées aux journaux télévisés. Hein, pourquoi on a merdé sur tel sujet et pourquoi on a oublié telle chose en route? Ça se résume à ça. On le fait dans les entreprises, on le fait dans toute organisation à peu près constituée, mais en politique, c'est interdit. Nous avons échoué, continuons. Continuons. Faisons Tant mieux. plus d'Europe. Hein, voilà. Bon. Donc, c'est ça le problème, le mal actuel du monde européen, il est là. C'est-à-dire, c'est l'inconséquence, en Il fait. y a l'impossibilité de se regarder et de regarder les choses en face. C'est écoutez, prenez ça partout. C'est général, c'est l'état d'esprit de l'Europe d'aujourd'hui. L'Église catholique préférera se suicider plutôt que d'évoluer d'un pouce sur le célibat ecclésiastique dont on voit où ça l'amène. Vous êtes François et pas Benoît XVI. Vous avez vu un parti de gauche en Europe où ils sont tous en défarinade la plus complète, réfléchir sur les raisons de ces échecs. Surtout pas. On continue, nous avons un excellent programme, l'électorat ne l'a pas compris. Faisons plus de pédagogie. Faisons de la pédagogie. Et ainsi de suite. Et alors, dans les institutions européennes, c'est la constitution non écrite de l'Europe. Surtout, ne réfléchissons pas à ce que nous faisons. À ce que nous faisons. C'est-à-dire, là, on n'est même pas au stade de mesurer l'impact des politiques qu'on mène. Surtout pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera le grand problème des historiens du futur, à mon avis. C'est-à-dire cette espèce d'aveuglement qui s'est installé et dont nous, Français, sommes alors là pleinement partie prenante. Non, parce que, à la fois, c'est marrant parce que l'européisme... Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous signale que la politique de l'Europe vis-à-vis des Anglais va être de les punir, d'essayer de les punir. On fait du libre-échange avec le Japon, la Corée, et on va le mettre Canada. des droits de douane aux Anglais. Voilà, ça dit tout. Oui, Ça dit tout. ça durera ce que ça durera. Oui, ça ne durera pas longtemps. Mais l'attitude est significative. C'est-à-dire, l'idée que les Anglais avaient de bons motifs, qu'on peut discuter, mais de quitter l'Union européenne, que d'autres en ont très envie un peu partout. Pourquoi? Surtout pas. Bah non, et surtout, il faut arrêter d'en faire une question morale. Si vous voulez, surtout, Mais ça nous empêche de réfléchir parce que dès qu'on dit un mot sur l'Europe, on est un salaud. On vous dit pas, vous vous trompez.
vous êtes pour la fermeture. Voilà, la fermeture. Alors là, moi, je dis toujours, mais je ne comprends pas, une frontière, c'est pas comme une porte qui doit être ouverte ou fermée. ça, c'est le péché mortel Ah d'aujourd'hui. oui, ça c'est vrai. Et sans absolution. Oh, ça c'est un peu fermé, je le sens. Alors, il y a eu, on en parle peu en France, hein, on parle peu de la crise politique allemande, mais je voulais tout de même vous poser une question, parce que bon, il y a eu cette élection en Thuringe, on a vu quand même la montée de l'AfD, il y a eu l'élection du président avec les voix de l'AfD, puis la démission du président, ça a été très vite, il a été élu, je crois qu'il a démissionné le lendemain. Est-ce que, dans le fond, omnibulés que nous étions, là je parle pour moi et mes camarades, omnibulés que nous étions par l'islamisme, par toutes ces choses-là, par l'islamo-gauchisme, est-ce que, dans le fond, on a négligé le danger de l'extrême droite? Est-ce qu'il existe? Est-ce que l'Allemagne vous inquiète? Ou est-ce que vous avez affaire à un phénomène qui n'a rien à voir en réalité avec l'histoire de l'Allemagne et qui est plutôt un phénomène comparable au mouvement populiste partout? Pourquoi les Allemands seraient-ils en dehors du concert des nations? Ils n'ont pas d'essence particulière. Ils ont une histoire particulière. Ils ont une histoire extrêmement particulière, mais donc, vis-à-vis de laquelle je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils ont totalement rompu. Oui. C'est leur normalité excessive qui m'affole. Vous voulez dire le fait qu'ils soient aussi devenus tolérantistes comme nous? Je pense qu'ils gagneraient à... Je pense d'ailleurs que, sur le fond, c'est un pays qui n'a pas fait la métabolisation de son passé et qui a voulu rompre avec lui purement et simplement, et ça n'est pas la bonne voie à suivre en la matière. Mais remarquez là aussi, est-ce que nous sommes informés sur ce qui se passe en Allemagne? Il paraît que nous faisons un couple avec eux. Eh bien, nous sommes dans un couple où l'un des partenaires ignore tout de son conjoint, sans aller jusqu'à l'espionner et lui mettre un détective aux fesses pour suivre ses faits et gestes, comme le font certains maris jaloux. Les femmes aussi. Les femmes aussi, vous avez raison. Sans aller jusque-là, on peut se tenir un peu au courant. Et nous vivions sur un modèle de la vertu allemande s'opposant au vice français. Ce n'est pas les Allemands qui auraient ces salopards d'extrême droite comme chez nous. Eh bien si, ils les ont, parce qu'ils sont comme nous, fondamentalement, avec des particularités. Je crois que d'ailleurs, ce qui relativise beaucoup des diagnostics qui sont formulés, c'est le constat simple que l'origine de l'AfD est en Allemagne de l'Est, mais les électeurs de l'AfD sont en Allemagne de l'Ouest. Eh oui, ça c'est embêtant. Il faut quand même regarder les faits. Mais l'AfD n'a strictement rien à voir avec ce que fut le national-socialisme ou l'extrême droite allemande, qui a eu une virulence tout à fait particulière dès la fin du 19e siècle. Bien sûr, vous avez raison. D'accord. Alors, et le discours d'Emmanuel Macron, l'extension de la garantie nucléaire à nos alliés européens, c'est pas une bonne façon de prendre la tête de l'Europe, ça? Dans les désinformations françaises frappantes, il y a l'ignorance pure et simple, mais l'ignorance totale du débat allemand sur la nécessité pour l'Allemagne de se doter de l'arme nucléaire, qui est un débat très important au sein des élites allemandes et qui, d'emblée, frappe de nullité les élucubrations de Macron sur l'européanisation de notre dissuasion dont personne ne veut. On vit dans une bulle. Nous voulons gouverner un ensemble de pays dont nous ignorons tout. Il serait étonnant que ça marche. Mais j'ai l'impression que Macron, depuis le début, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il passe son temps à proposer des grandes choses à une Europe qui n'en peut mais et qui n'en veut absolument pas. Et il passe son temps à proposer des trucs complètement délirants. Il ne fait que confirmer les stéréotypes des autres Européens à l'égard des Français, malheureusement, à savoir des emmerdeurs qui causent plus fort que les autres, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, allez, je vous embête un tout petit peu sur, disons, des affaires qui reviennent régulièrement. Alors, je vais les mettre dans un grand bloc, hein, parce que ce n'est pas les mêmes affaires. On a les violences sexuelles dans le sport qui ressort, dans le patinage artistique. Il y a eu l'affaire Maznef, que vous avez dû peut-être suivre d'un peu près, vu qu'elle s'est en partie déroulée dans votre maison, Gallimard. Alors d'abord, l'idée communément admise, si vous voulez, c'est que
dans le fond, avant, on était des salauds dans les années 60. Il y avait toutes ces gauchistes horribles, ces 68 arts dégoûtants, qui voulaient forniquer à tout va, sans consentement, y compris avec des enfants. Et que maintenant, ça y est, nous sommes devenus meilleurs, nous respectons les femmes et les enfants. Alors, est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce que nous sommes devenus meilleurs? Non. Je crains que non. Putain. Nous sommes devenus intolérants à l'égard de choses vis-à-vis desquelles nous étions indifférents. Parce que je pense que c'était surtout de ça qu'il s'agissait. Ouais. C'était des choses qui n'étaient pas prises au sérieux. À tort, certainement. Bien sûr. Mais il faut reconstituer la chose. Et d'ailleurs, il suffit d'avoir vécu d'à peu près ces événements dans les années 70 pour voir que, contrairement à tout ce qu'on raconte en ce moment, ça ne passait pas du tout comme une lettre à la poste. Oui, c'est ce que j'allais vous Mais dire. bien entendu. Et que les fameux 68 arts, loin d'être unanimes sur la question, ont réduit très vite au silence les Tony Duvert, voilà, bien tous entendu, ces gens-là, oui. qui ont été marginalisés et, encore une fois, remis à leur place sévèrement. Vous fondez le débat en 80. Oui. Est-ce que c'est encore dans l'air, ces questions? Non, c'est réglé. C'est réglé. C'est derrière nous. Ouais. C'est l'évidence que... Il y a eu un mot fétiche dans les années 70, issu de la culture 68 ans, qui était le mot transgression. Alors, de temps en temps, il y avait toujours un transgresseur de quelque chose. Aujourd'hui, c'est réfugié dans l'art contemporain dont tout le monde se tamponne le coquillard. Donc, ça dérange. On peut transgresser tout ce qu'on veut. Sauf ceux qui vendent les tableaux, hein, je vous le dis tout de suite. Un tableau de Hockney, encore. Mais il y a quelques... Oui. C'est des vaguelettes. Mais il est totalement faux. Le débat sur ces questions commence dans les années 70. Mais oui, c'est ça. Et justement, on mesure très vite qu'au titre de la transgression, on s'embarque sur des choses qui sortent de l'indifférence de ce fait, alors qu'on dédaignait de les regarder. En réalité, elles ne paraissent. En plus, il y avait probablement, et là, on sort quelque chose de l'ombre, quelque chose qui est passé pour ultra minoritaire. Ouais. Et peut-être était-ce faux. Mais je pense que ça allait très simplement, je vais dire une chose épouvantable, vous me couperez. C'est pas votre genre. Ça allait de pair avec la culture machiste. Car il allait de soi que dans un machisme bien compris, frapper une femme et la violer était un crime répugnant. Et c'est encore vrai dans le milieu carcéral aujourd'hui, où on est obligé de protéger les violeurs. Oui, bien sûr, c'est vrai. Parce qu'ils se font massacrer par les autres détenus. Parce que si on est... C'est intéressant, ça. Les machos, ils n'aiment pas qu'on tape. Pour la macho, ça veut dire tu es un sous-homme, un lâche. Bah oui. Et c'était vrai pour les enfants aussi. Donc, en fait, la culture machiste servait d'écran et empêchait probablement de voir des faits réels. L'inceste père-fille, par exemple, qui existait beaucoup plus qu'on ne pensait. Et quand on a essayé, en réalité, quand on a essayé de soulever ces problèmes dans le genre, disant, la permissivité générale, eh bien, on a très vite compris que ça n'allait pas du tout. C'est l'affaiblissement de la culture machiste qui a permis de poser ces questions. La fin de la domination masculine, en fait. Mais est-ce que, dans le fond, le statut de l'enfant n'a pas complètement changé aussi? Est-ce que, alors c'était peut-être déjà le cas un peu dans les années 70, mais on a une sorte aujourd'hui, si vous voulez, on a une sorte de sacralité de l'enfant. On a une ambiguïté totale de l'image de l'enfant, une contradiction extraordinaire entre, d'un côté, la nécessité de le traiter comme un adulte. Donc on écoute Greta Thunberg religieuse. Et d'autre part, l'innocence. C'est deux imaginaires. L'enfant n'est pas un adulte et il n'est pas innocent. D'où l'ambiguïté d'un certain nombre de ces choses, qui est indémêlable, évidemment. Donc la prudence, quand on est face à un indémêlable, c'est de poser des limites. Bah oui. C'est la loi. Ben oui. Qui d'ailleurs n'est pas tout à fait claire sur cette question du... Parce que en réalité... Parce que la question est nouvelle à l'échelle où dans l'affaire du consentement, on ne sait pas très bien, parce que dès que ça concerne... enfin, je veux dire, la question de la majorité sexuelle, par exemple, elle n'est pas tranchée. L'affaire du consentement, quand il s'agit d'une relation entre un adulte et un mineur, j'ai pas très bien compris... Et quand il s'agit de relations entre deux mineurs, on est dans l'embarras total, ce qui est fréquent aujourd'hui. Il y a toutes sortes... C'est très compliqué à gérer.
Bah, C'est d'autant plus difficile à gérer qu'on a une image idéalisée de l'enfant oui. qu'il faut protéger absolument dans son intégrité, quand par ailleurs on veut le traiter comme un adulte, donc quelqu'un qui est libre de ses choix. Oui, non, mais ça, Donc on est devant un problème terriblement obscur, dont l'obscurité s'accroît. Alors, un mot quand même sur l'affaire Mazenev, quels que soient les crimes présumés, délits, je ne sais pas exactement où en est la justice, donc quel que soit ce qu'on les fait reprocher à Mazenev, d'abord, je pense qu'il a probablement été la victime de la plus dure chasse à l'homme qu'on ait vécue ces dernières années. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus pour un type de 83 ans, si vous voulez, qui ne peut plus non plus, je suppose, faire grand mal à grand monde, type que très peu de gens attaquaient quand il était, disons, puissant et bien introduit, non seulement à Saint-Germain-des-Prés, mais même à l'Élysée. Hein. Il se baladait avec la fameuse lettre de Mitterrand avec lui, je crois. Donc, comment ? Dit-on, oui. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose dans ce phénomène saisissant. Et moi, la question que je me posais hier en découvrant qu'il y avait une perquisition chez Gallimard pour trouver donc des documents non publiés. Je ne sais pas quelle idée les juges d'instruction se font du travail des éditeurs. Donc c'est ça, l'idée c'est que... Je les rassure sur un point, ouais. Les éditeurs procèdent régulièrement à des coupes dans les manuscrits qui leur sont confiés, en général plutôt pour des motifs littéraires, et ils les mettent à la poubelle. Voilà, donc... Je doute qu'il y ait quelque part un trésor, un enfer. Les phrases caviardées. Là, on est dans le... C'est le délire judiciaire, ça existe. Je ne sais pas le délire judiciaire poussé par l'opinion, hein. Il s'agit quand même de faire plaisir à l'opinion. C'est pas l'opinion qui a persuadé le juge d'instruction, qui a diligenté cette perquisition, d'aller chercher dans les poubelles, précisément, le point de savoir si des choses encore plus criminelles que tout ce qu'on savait déjà n'auraient pas été formulées par Mazenev. Et d'ailleurs, le fait ça pose une question très intéressante de droit. Oui. Est-ce que les affreuses pensées que nous avons les uns et les autres, c'est connu, ça s'appelle les fantasmes, les psychanalystes en ont parlé assez, sont l'objet de poursuites judiciaires dès l'instant où vous les avez couchées par écrit. Je ne parle pas de les publier. Ah non, si vous voyez, vous ne savez pas ce que j'ai écrit là. Non, peut-être. Vous ne savez pas du tout ce que j'ai écrit pendant que vous me parliez. Eh bien oui. Eh ben, donc nous en arrivons là à un point que je n'avais jamais envisagé, qui est la poursuite des écrits intimes qui témoignent de pensées coupables. Oui. Alors là, je pense qu'il faut d'urgence recruter beaucoup de juges d'instruction pour faire le travail, parce que... Et puis alors, si vous voulez, comme vous dites, les pensées, parce qu'en réalité, là, et au-delà, peut-être que l'intelligence artificielle nous permettra de savoir quels sont les... Il y a déjà eu... Spielberg avait fait un film intéressant sur ce sujet. Minority Report. Comment prévenir le crime. Voilà. Peut-être en sommes-nous au point d'envisager d'avoir, au lieu de simplement prendre la fièvre des patients à la sortie des aéroports, on mesurera les fantasmes qui les agitent et qui permettront de les interdire du territoire. Oui, et puis on pourra aussi fliquer les arrière-pensées. On pourra... Mais alors, il y a quand même une... C'est-à-dire qu'on est dans des phénomènes de folie collective. Oui, alors vous me dites, c'est pas la justice, c'est pas l'opinion, malgré tout. Si la justice, alors là je parle... je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que pour la plupart des faits reprochés à Mazenev, ils sont prescrits. Donc la justice décide d'ouvrir quand même des enquêtes parce que... Au cas où. Au cas où, et puis pour faire quelque chose en fait. Oui, parce qu'on ne peut pas... il faut bien... L'opinion demande quelque chose. Mais là, ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, c'est qu'après tout... Bon, Mazenev a peut-être commis des choses répréhensibles, et auquel cas, il est normal, si ces choses sont encore jugeables, qu'on les juge. Ça ne me choque pas plus que cela. En revanche, quand on commence à juger l'œuvre et à censurer l'œuvre, m'inquiète un petit peu. Oui. Donc là, il y a quand même... Alors, on découvre d'ailleurs à cette occasion que beaucoup de gens donnent des prix sans lire. Il semblerait que beaucoup de gens aient participé, disons, à la gloire de Gabriel Mazenev sans l'avoir jamais lu. C'est spécifique à la France, ça? Non, c'est universel. Ah ouais. C'est un milieu. Il y a un milieu littéraire avec des réputations qui se construisent éventuellement sur la non-lecture des œuvres.
Il y avait beaucoup de Mazneviens qui n'avaient pas lu Maznev. Hein, ça, je peux vous en citer quelques-uns. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que là, si vous voulez, là on rigole plus tout de même. Hein, quand on demande que des livres soient en gros censurés, qu'ils arrêtent d'être distribués. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'à la fin, alors on me dira, Choderlos de Laclos n'a pas écrit à la première personne, c'est vrai, mais malgré tout, il raconte des trucs un peu dégoûtants. Je me rappelle quand même qu'il y a une gamine, Solange de Pouf Pouf, la petite, je sais plus quoi, je crois qu'elle s'appelle Solange, enfin la petite, celle qui est déflorée par Valmont, c'est tout à fait dégoûtant. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on va s'arrêter en si bon chemin? Est-ce qu'il y a un risque, là je suis sérieuse, est-ce qu'il y a un risque, dans le fond, que la littérature tombe sous la coupe réglée de prêchis-prêcheurs? Oui, mais il y est déjà. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là en Europe, mais aux États-Unis, on a déjà des relecteurs des œuvres De sensibilité. qui sont destinés à écarter tout ce qui, dans les livres, pourrait heurter des sensibilités légitimes. Il suffit d'élargir le périmètre, on est déjà. Et je pense que sans qu'il soit besoin de spécialistes de la chose et d'agences de censure, de fait, on a déjà une prudence. Vous, comme éditeur, vous êtes Je ne suis pas prudent. sur ce terrain. Non, Donc, mais même, attendez, nous ne publiez. publions que des choses abstraites qui nous ont... Oui, il peut y avoir des choses scandaleuses dans les choses abstraites. Hein. Oui, non. Mais, non. Les éditeurs ont toujours eu le souci d'éviter à leurs auteurs oui. des procès ou des choses... Des cabales ou des... Oui, voilà. bien sûr. Ça paraît... En tout cas, il faut le faire en connaissance de cause. Mais ça n'implique pas de censure. Là, on est dans autre chose. C'est que mais on est déjà une censure judiciaire de fait. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, des livres de témoignages, des livres de vindicte personnelle à l'égard d'un ancien conjoint. Non, le journal de Muret. Le journal de Muret est passé entre les mains d'un avocat. Bien Il y a eu sûr. pas beaucoup, mais Anne Muret s'en est expliquée. Elle a enlevé quelques passages. Oui, parce que dès lors que vous tombez sous le coup de diffamation, Atteinte à la vie privée. d'atteinte à la vie privée, vous pouvez... donc, ça fait... Bon, ça, La marge de manœuvre, donc, est très classique. Là, on arrive à autre chose, qui est l'anticipation nécessaire de dangers, de poursuites, parce qu'on heurte une partie de l'opinion. Je suis tout à fait tranquille sur le fait que si Michel Houellebecq a pu se permettre de dire que l'islam était la religion la plus con, beaucoup d'auteurs qui auraient eu de moindre renom par après, qui auraient eu des velléités de s'engager dans cette voie, en ont été fortement dissuadés. Bien qu'il ait gagné son procès. Il a gagné son procès, mais il a eu un procès. Absolument. Et un procès pénible, des menaces, avec lesquelles il est ensuite très douloureux de vivre. Donc je crois qu'on y est déjà. Cette censure est installée. Son périmètre varie. Ce qui est nouveau, justement, il me semble que là, c'est sur les questions de la sexualité que va se nouer la nouvelle volonté de censure. Et là, il y a quand même quelque chose qui me trouble, en réalité. J'ai l'impression, si vous voulez, que ces 30 dernières années ont été effacées, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, même plus que 30 dernières années, que par ailleurs la psychanalyse nous a appris un certain nombre de choses aussi. Et j'ai l'impression qu'on en revient à une vision presque petite bourgeoise du 19e siècle. Hein. Non, c'est pas du tout. Vous pouvez décrire des ébats torrides et multiples dès lors que les partenaires ont dans la poche un contrat certifiant le libre consentement à toutes les choses auxquelles ils se livrent. C'est une vision. Donc, c'est pas la reine Victoria, là. Hein. On est dans quelque chose d'autre où on a un principe de droit qui commande des ébats dont nous avions l'illusion de penser qu'ils échappaient au droit. Ben oui, qu'ils échappaient au droit, qu'ils échappaient aussi à la démocratie d'une certaine façon. Bien entendu. Je ne dirais pas qu'ils échappaient, disons, c'était l'intérêt d'ailleurs. Non, là, c'était l'intérêt de la sexualité. Ça veut dire une chose fondamentale, qui n'est pas nulle, parce qu'elle s'applique dans tous les secteurs de la vie sociale, qu'il s'agisse du travail, des relations, on le voit constamment, entre des cadres et des employés, ou qu'il s'agisse de l'école.
il n'y a pas de rapport innocent entre les personnes. Ils sont tous susceptibles de mettre en question des valeurs humaines fondamentales et d'être l'objet d'interventions judiciaires. Tous. Alors évidemment, c'est lourd à porter, mais il faut bien mesurer. Et à l'intérieur de ça, la débauche la plus complète est parfaitement autorisée. D'accord, mais à l'intérieur d'un cadre qui quand même Et refroidit refroidit les ardeurs. Vous êtes d'accord? Oui. Le sexe, c'était quand même plus marrant avant, non? C'était mieux avant. Alors, distinguons la scène officielle de ce qui se passe dans je la vous parle du société rapport réelle. du sexe tel qu'il est vu, Oui, je veux dire, absolument. du discours sur le sexe. Le sexe est devenu judiciaire. Oh, purée. Bon, allez, peut-être pour nous quitter, peut-être quand même, la seule bonne nouvelle que je vois, c'est que la réforme des retraites est derrière nous. Est-ce que je me trompe là-dessus? Ah, vous aussi vous trompez totalement. Ah, ben voilà. Oh, purée. Elle est devant nous. Ah non, mais vous voulez dire qu'on n'a rien réglé. Ces 2 Rien mois n'est- n'ont servi à n'est rien. réglé. Et on va repartir pour un tour dans une conjoncture qu'on ne peut pas encore définir, mais il y a un vrai enjeu là, il faut dire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose d'essentiel, même c'est le vrai moteur de la vie politique aujourd'hui, c'est le sort de l'État social. Hein, c'est le seul objet finalement. Oui, vous avez raison. Oui. On parle que de ça en fait. Et oui. Et donc on va y revenir. Bon. Soyez tranquille, préparez-vous. Très bien. Faites des fiches. Eh bien, préparez-vous aussi, car évidemment, nous en parlerons lors de votre prochaine venue. Et merci Marcel Gosset, c'est toujours un plaisir immense de parler avec vous. C'est pour ça que j'ai du mal à vous laisser partir. Mais je vous laisse quand même. À bientôt. À bientôt.